Je commence. Bonjour à tous, bienvenue à ce caucus politique municipal des Forces fraîches. On a la chance aujourd'hui d'avoir deux élus et le directeur de développement économique de la ville de Mont-Tremblant, donc Louis-Martin Levaque de la ville de Mont-Tremblant, Kim Meyer qui est la mairesse de Lac-Tremblant-Nord, puis Antoine Quirion-Couture qui est élu à Saint-Urbain premier, n'est-ce pas, dans le C'est bien district ça. 1. Voilà. Ouais, il n'y a, Merci même tout pas de d'abord il y à... a même pas de district. Hein. Il n'y À a pas de 1200 district, personnes, on représente toute la tout le monde. population. Ouais. Parfait, merci énormément d'être là. Louis-Martin, merci d'être là. Kim, merci d'être là. Bienvenue, bienvenue. Vous pouvez réagir. Bonjour, plaisir. Puis Antoine, merci d'être là. Donc, en fait, pour la genèse du projet, comme pour ceux qui ne connaissent pas les Forces fraîches, je vais résumer rapidement en disant qu'on est une communauté d'entrepreneurs puis de projets à impact, des gens qui veulent faire une différence dans leur communauté partout au Québec. Puis, on offre des espaces d'intelligence collective pour se rassembler, réfléchir à des sujets qui pourraient collectivement nous aider et individuellement à travers nos projets. On vous invite aussi à rejoindre d'ailleurs la communauté en ligne sur Facebook et LinkedIn si ce n'est pas déjà fait, où vous pouvez poser vos questions, partager vos succès, puis partager vos réflexions. Puis ultimement aussi, un des mandats qu'on s'est donné, c'est de vous, pour les porteurs de projets, d'inspirer d'outils puis de favoriser le maillage entre les porteurs de projets et avec les organismes d'accompagnement, financement du territoire. Donc, on offre des cliniques régulièrement qui mettent en lumière des programmes d'accompagnement puis de financement. Mais aussi, un des trucs des Forces fraîches, c'est qu'on constate souvent des écueils dans la vie des porteurs de projets. Et une écueil qui est revenue des centaines de fois, c'est la mauvaise compréhension par les porteurs de projets du rôle des fonctionnaires et des élus. Ce qui fait en sorte qu'on a souvent vu un porteur de projet nouvellement arriver sur un territoire, puis finalement aller présenter son projet à, disons, le développement économique ou encore au conseil municipal, sans nécessairement avoir fait une certaine recherche, par exemple, des priorités du territoire à travers les planifications territoriales, par exemple, ou des ressources qui sont disponibles sur le site, souvent des municipalités ou des MRC. Ce qui fait en sorte que finalement, mais c'est une fois arrivé devant le conseil municipal ou devant les fonctionnaires qu'on réalise que finalement, il y a peut-être un désalignement entre le projet de départ et le territoire qui a été choisi. Ça, c'est juste une des postures qu'on a constatées. On a aussi vu des cas de figure où est-ce que c'est des fonctionnaires qui, dans notre cas, puis j'utilise ce terme-là, Louis Levac, là, juste d'un point de vue vraiment la posture du fonctionnaire, la posture de l'élu, la posture du porteur de projet. Et donc, ce qu'on a constaté aussi, c'est souvent qu'on rencontré des fonctionnaires qui avaient, disons, un manque de compréhension des dimensions innovantes d'un projet et finalement qui avait une certaine rigidité à essayer de réfléchir avec le porteur de projet pour les guider vers différentes sources de financement ou dans les réflexions par rapport, par exemple, à un changement de zonage. Et donc ça, on a vu aussi que c'était un challenge. Et aussi dans la posture des élus, puis Antoine Quirion, qui est à la jeunesse de ce caucus-là, avait un peu levé la main je vais laisser se présenter un peu plus tard, là, mais tu sais, lever la main dans le cadre du caucus virtuel des Forces fraîches en disant, ben, je suis un jeune élu, j'aimerais bien avoir des conseils de d'autres élus qui ont vécu d'autres expériences pour voir comment je peux me positionner, comment je peux participer activement comme élu, puis dans ma relation avec porteurs de projet, les autres élus, les fonctionnaires, etc. Et donc, on s'est dit, ben, c'est peut-être une bonne occasion d'en parler. Fait que aujourd'hui, je pense qu'il faut y aller avec une approche ultra agile où on a la chance d'avoir trois postures différentes. Donc, un directeur de développement économique d'une municipalité, donc de la ville de Mont-Tremblant, la mairesse de Lac-Tremblant-Nord et donc l'élu Antoine Quirion-Couture qui vont pouvoir vous donner vos perspectives sur des questions que vous avez posées lorsque vous êtes inscrit. Et ultimement, je vais vous inviter aussi à lever la main si vous avez des questions qui vous brûlent les lèvres, que vous pensez qu'il peut apporter de la valeur. Levez votre main virtuelle et je vais vous passer la parole pour la poser. Ceci étant dit, on a déjà une quinzaine de questions en amont qui sont super intéressantes, mais si vous arrivez avec des questions que vous dites, ah oui, ça va vraiment changer la donne, puis on va pouvoir comme, construire une nouvelle réflexion, je vous invite à ne pas hésiter à lever la main. Donc, ce que je vous propose d'abord pour commencer, un petit tour de table avec nos invités afin de vous présenter donc qui vous êtes, votre rôle et votre parcours qui vous a amené, on va dire en 2 minutes, qui vous a amené à cette posture que vous avez aujourd'hui. Évidemment, vous avez une longue histoire à raconter, donc je vous invite à être bref. On va avoir la chance d'apprendre à se connaître lors de cette rencontre. Donc, je vais commencer par Mme Meyer. Donc, Mme la mairesse, à vous.
Bonjour tout le monde, Kim Maher, mairesse de la municipalité, la petite municipalité de Lac-Tremblant-Nord qui est à côté de la ville de Mont-Tremblant. Puis pour ceux qui ne savent pas où est-ce que c'est, on a une population permanente de 62 personnes et à peu près 200 personnes qui sont en villégiature. Fait que ça vous donne l'ampleur un peu de la municipalité. Mairesse depuis 6 ans, donc élue en 2017. Je suis aussi travailleuse sociale de profession pendant plus que 20 ans dans le réseau de santé. Ce qui m'a amené à me présenter, c'était d'avoir vu un peu les échanges et les interfaces entre les citoyens et la municipalité et un désir de retrouver la communauté dans laquelle j'ai grandi. Lac-Tremblant-Nord étant la majorité de villégiature, notamment moi-même. Il n'y a pas beaucoup de gens qui s'impliquent et en même temps, il y a beaucoup de gens qui s'impliquent. Et quand les gens sont autour de la table, la négociation n'est pas toujours facile. Donc, avoir vu plusieurs situations dans la municipalité et un éclatement un peu de la communauté, j'ai voulu venir retrouver l'esprit de communauté et essayer d'utiliser mes forces en médiation et en collaboration et communication pour retrouver une harmonie. Pas toujours possible, pas toujours sur tous les sujets, mais une harmonie et une ouverture d'esprit, autant de la part des élus que de la part des citoyens. Merci, Madame Mayer. Puis j'en profiterai peut-être pour vous inviter à approfondir un peu sur la posture de votre municipalité par rapport à l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que ce que j'ai trouvé très intéressant dans notre conversation, puis tu sais, dans le cadre des Forces fraîches, on est souvent appelé à parler avec des maires ou des élus ou des fonctionnaires qui ont un désir de développement économique fort parce qu'on est une communauté d'entrepreneurs puis de porteurs de projets. Puis un des éléments que j'ai trouvé super intéressant dans notre conversation, c'est que Lac-Tremblant-Nord ne veut pas se développer économiquement. Puis non seulement ça, mais que même on essaie de décélérer légèrement. Et donc, puis je trouve que cette posture-là est très intéressante parce que comme porteur de projet, ça justement, c'est une occasion pour nous de se poser la question la prochaine fois, est-ce que mon territoire d'accueil est réellement un territoire où est-ce que je devrais entreprendre? Est-ce qu'il a le goût de danser avec moi? Fait que parlez-nous de cette posture-là, s'il vous plaît. Parfait. Bien, depuis sa fondation en 1915, avec très peu de citoyens permanentes, la vision principale était protection de l'environnement. On a beaucoup de nos citoyens qui accèdent à leur maison uniquement par bateau. Donc, on a une marina privée qui gère l'accès, c'est un peu notre entrée privée. On n'a pas de route partout. On n'a aucun commerce à l'exception d'une érablière qui est sur des terres de la couronne. Nous avons 2 lacs et demi. Je dis demi parce qu'on le partage la troisième avec la Belle. Donc, on a certaines côtés du lac qui appartiennent à Lac-Tremblant-Nord et les citoyens. Donc, effectivement, nous sommes une municipalité pour laquelle on ne cherche pas de développement, définitivement pas de développement mobilier de grande envergure. En 1970, on a mis en place, pas on, je n'étais pas là, mais les fonctionnaires et les élus au moment ont mis en place des règlements assez contraignants en termes de développement, en termes de minimum de terrain, de superficie, le nombre d'arbres qui pouvaient être coupés ou le pourcentage, qui a fait en sorte que nous avons un terrain très peu habité, très sauvage, si on dit de même, avec un exceptionnel écosystème qui est à protéger. Donc, justement, on est en train présentement, avec un gros projet environnemental, de créer une aire protégée sur 70 de notre territoire, qui est assez, c'est une petite territoire, donc c'est une petite superficie en kilométrage, mais ça vous donne une idée de qu'est-ce qu'on cherche comme municipalité. Donc, les gens qui viennent chez nous pour des développements, pour des maisons, ben, on essaie de très clairement nommer la vision environnementale et impact visuel sont les 2 plus importants pour nous. Je pense que ça répond à la question. Absolument, c'est super, merci beaucoup. Puis là, on passe d'un écosystème ou disons d'une municipalité qui est dans la gestion, disons, le ralentissement, la décroissance à la limite, à un écosystème qui est dans le dans la croissance, mais durable, dans le développement durable. Donc, Louis-Martin Levac, donc de la ville de Mont-Tremblant. Salut Louis-Martin, je t'invite à te présenter ton parcours, puis ultimement, en deuxième temps, partager un peu la posture de la ville de Mont-Tremblant par rapport au développement économique et entrepreneurial. Très bien. Donc, je me présente, Louis-Martin Levac. Je suis le directeur du service de développement économique pour la merveilleuse et belle ville de Mont-Tremblant. Ça fait 23 ans que je suis en poste à la ville. Donc, je suis comme un vieux guerrier. J'ai occupé plusieurs postes. Mon background au niveau éducation, j'ai une technique en architecture, un bac en urbanisme, une maîtrise en urbanisme. Je suis rentré à la ville de Mont-Tremblant comme inspecteur adjoint temporaire saisonnier et j'ai gravi les échelons un à un
pour ensuite devenir coordonnateur de la planification et de la géomatique pendant 10 ans. Occuper le poste de direction du service de l'urbanisme pour les 10 ans qui ont suivi. Puis, à la pandémie, comme toute bonne personne qui perd la tête, j'ai décidé de changer de carrière et d'occuper le poste de directeur au niveau du développement économique. Le chaînon qui relie tout ça, personnellement, mon pourquoi, c'est j'aime aider. Donc, à la base, si on aime aider puis qu'on aime trouver des solutions, et là, je rentre dans la posture. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une ville, c'est une entreprise complète. On a un service des finances, on a un service juridique, on a un service de construction, on a un service d'émission de permis, on a une direction. Bref, une ville, c'est une entité qui comprend toutes les composantes d'une entreprise. Puis il faut essayer de coordonner tout ça. Comment est-ce qu'on le coordonne? Bien évidemment, c'est une planification stratégique qui va guider les orientations de la ville via ce qu'une ville et les élus vont souhaiter en consultant ses citoyens. Puis ben là, la posture étant, ça dépend à qui tu parles à la ville. Tu vas avoir des réponses et des messages différents, mais qui ont tous le même but, l'intérêt public. Un élu, par exemple, il faut être inscrit au registre des lobbyistes pour être capable de leur parler, à moins qu'on leur parle en tant que citoyen sans autre intérêt que de partager une opinion. Si vous parlez avec un inspecteur au service de l'urbanisme, son travail, c'est d'appliquer le règlement. Donc, il n'est pas là pour négocier. Il est là pour te dire, est-ce que ton projet est conforme et voici ce qu'il faut que tu fasses pour qu'il soit conforme. Puis là, encore là, il y a encore des nuances. On peut être un inspecteur qui essaie de trouver des solutions ou on peut être un inspecteur qui, peut-être par manque d'expérience, va se cacher derrière sa réglementation puis toujours répondre de manière très cartésienne. Puis après ça, si on parle à un directeur du service de l'urbanisme ou un directeur du développement économique, selon les orientations que la ville s'est données, l'idée, c'est d'accueillir des projets, mais pas n'importe quel projet. Il faut que ce soit des projets qui cadrent, un, avec la vision de la ville, deux, avec la réglementation qui est en place. Puis après ça, il faut toujours se poser la question, si je reçois un projet qui n'est pas ni dans la planification stratégique, ni dans la réglementation, est-ce que c'est un projet qui est bon pour la ville? Donc, l'intérêt public, est-ce qu'il va être servi par ce projet-là? Puis dans les éléments de friction, on le sait, euh, pour en avoir côtoyé quelques-uns dans le temps, un promoteur, souvent, ou un entrepreneur, allons-y à la base, euh, je vais dire généralement, c'est des sanguins. Donc, ils réagissent, euh, des fois positivement, des fois négativement, mais il faut toujours réussir à les ramener sur on veut ton projet, l'intérieur de ton projet t'appartient, mais l'extérieur appartient au public. Donc, tout ce qui est architecture, aménagement paysager, implantation, d'où le rôle des CCU, les comités consultatifs d'urbanisme, et qui font des recommandations, conseils pour faire accepter des projets. Donc, C'est je donnerais super un peu ça intéressant. comme réponse générale. Là. C'est relativement complexe. Puis appelez-moi n'importe quand, puis on pourra continuer de jaser. Mais on va creuser ça encore 45 minutes avant. Espérons répondre encore à quelques questions, mais peut-être en termes de posture de la ville de Mont-Tremblant, juste pour voir c'est quoi votre posture par rapport à l'entrepreneuriat. Est-ce que vous êtes open for business ou vous avez des résistances? C'est quoi votre posture actuellement? Euh, Quelqu'un qui me propose un projet avec quelque chose qui flotte sur un lac, la réponse est non. Puis on en a, ou quelque chose qui veut aller jouer dans un plan d'eau, la réponse automatique, c'est non. Mais des projets innovants, par exemple, pour ne pas les citer, celui de Marie-Michel et de Carl qu'on a à l'écran, c'est le genre de projet qui vient répondre à un besoin. Puis oui, on veut les accueillir sur le territoire. C'est des projets innovants, il y en a d'autres. Puis mon travail, c'est de les amener au bon endroit en fonction de l'endroit où ils sont rendus dans l'élaboration du projet. Fait que oui, open for business, mais pas n'importe quoi. Excellent. Merci beaucoup, Louis-Martin. Je vais avoir la parole à Antoine Quirion-Couture, donc de Saint-Urbain premier. Parlons un peu de ton parcours, puis ultimement, dans un deuxième temps, la posture de la municipalité par rapport à l'entrepreneuriat. Moi, je suis un gars de Sherbrooke à la base, qui a déménagé à Montréal en 2006 pour le travail. Je suis un gars de technique de scène, vidéo. Je suis un artiste, je suis autodidacte. Je viens de la communauté un peu des burners, fait que les gens de Burning Man qui ont une mentalité de
si tu veux que quelque chose se fasse, fais-le. Puis si personne fait rien, il se passera rien. Donc moi, c'est un peu dans cette optique-là aussi que je me suis présenté en politique. Parce que je suis déménagé à Saint-Urbain-Premier, ici en Montérégie-Ouest, il y a 6 ans, alors pour fournir la famille. C'était pas un coin que je connaissais du tout. On est dans de la Montérégie très agricole. On est entouré de champs. 1200 personnes, à peu près la moitié au village, l'autre moitié justement dans les rangs. L'économie principale, c'est l'agriculture ici, là. En termes de développement économique, c'est ce qui se passe. Puis ça nous limite aussi en termes de développement résidentiel, parce que il y a la loi de protection sur le territoire agricole. Il reste une ou deux parcelles qui sont officiellement développables. Après ça, on va tomber dans les terres agricoles protégées. Donc, il n'y a pas une possibilité de croissance extraordinaire pour Saint-Urbain-Premier. On a une zone sur laquelle on planche, il y a un promoteur qui est intéressé, mais après ça, ça va être assez limité. Donc, je disais, pourquoi je me suis présenté? Ben, justement pour ça, parce que j'étais résident ici, puis à l'inverse des deux collègues qui sont là, qui parlent de choisir le développement, tout ça, il se passe plus grand-chose ici, malheureusement. Je le voyais même en 5 ans, le cliché de la rue principale, la tourne des colocs, là, ben, je le voyais ici, là, les commerces fermaient, la caisse populaire a fermé. Il reste au village 3 commerces. Il reste le dépanneur qui fait une job extraordinaire. Il y a un traiteur, petit café, qui fait aussi une job extraordinaire. Puis il y a la station-service, qui est le petit mot de gaz bar qu'on connaît, tu sais. Mais à part de ça, il y a quelques industries, tout ça, mais dans le commercial public, il n'y a plus grand-chose. Puis, autant j'adore la vie de campagne et tout ça, je trouvais que il se passait plus grand-chose justement au village. Fait que c'était de là mon désir de m'impliquer. Puis dis-moi, la vision, c'est quoi qui peut se passer de mieux tu sais, dans ta municipalité actuellement et où c'est quoi les principaux défis, selon toi, au-delà tu sais, du développement puis tu sais, des terres agricoles, par exemple? Ben, le plus gros projet, c'est bien sûr, le conseil municipal a finalement, après des années de négociations, acquis l'église de, qui désirait être vendue parce qu'elle est désacralisée, il n'y a plus de culte qui se passe là. Donc, c'est la municipalité qui est propriétaire de l'église pour l'instant. Ça s'est conclu l'an passé. Puis là, c'est dans le but de le convertir en centre communautaire, en centre multifonction pour la population, parce qu'on n'a pas officiellement de salle communautaire à part le gymnase de l'école qui est partagé avec l'école. Donc, puis on le veut vraiment, la vision du conseil, c'est justement de l'utiliser pour réinjecter de la vie dans le village, l'utiliser comme cœur de village pour être un lieu disponible pour les citoyens, pour les organismes communautaires, pour les gens de l'âge d'or, pour les jeunes, on veut vraiment essayer d'utiliser ça pour ramener de la vie au centre du village. Mais là, tous les défis qui viennent avec ça, d'acheter une église plus que Mhm. centenaire, la remise aux normes et tout ça est Ouais, beaucoup Daniel dit plus complexe salut, qu'on là. pensait. Là. On est dans les premiers travaux avec les architectes pour déjà, on pensait juste pouvoir l'occuper de façon temporaire, même avant la conversion. Et là, les assurances nous disent non, 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 ça sera même pas possible. Là. Fait que Ouais, ça, c'est tout un. On est dans un projet monumental, là, puis c'est Ouais, ça, je pense que Daniel de Lance au Griffon te salue là, oui. à partir de là. Moi, ce que je propose, peut-être, vu qu'on est déjà entamé, puis je rappelle la posture de la conversation aujourd'hui, tu sais, on a 3 parties prenantes. On a les porteurs de projet, les élus, les fonctionnaires. Donc, je propose à Antoine d'entamer la discussion avec une question. C'est-à-dire que la prémisse du caucus, c'est de t'offrir l'occasion d'échanger avec d'autres, avec un élu et d'autres élus. Je vois Philippe Cousineau de Rimouski qui est là. Fait que, tu sais, je pense il y a de l'intelligence collective qui peut émerger du lot. Fait que vas-y, Antoine, avec ta réflexion. Puis on va commencer avec Mme Meyer, puis après, on va partir de là. Ma réflexion était simple quand même, c'est que surtout dans les petites municipalités, les jobs de conseillers municipaux, de maires même, c'est pas des jobs à temps plein, c'est des jobs qu'on fait en plus de notre travail régulier. La plupart des gens ne sont pas carriéristes, n'avaient pas désiré être un élu municipal dans une petite communauté comme ça. Fait qu'on est un petit peu catapulté sans. Je parle dans mon cas, je me sens. Même si on a un super conseil, puis je me sens épaulé, c'est une nouvelle job sur laquelle comment qu'on apprend ça? T'sais, moi, je suis autodidacte pour des trucs, mais il n'y a pas vraiment de manuel sur comment faire ça. Juste
tout le rouage du processus d'adopter quelque chose, puis tout ça, on apprend, mais c'est ça. Puis je trouve que le besoin que j'avais lancé, c'est je trouve qu'on réussit pas beaucoup à se parler entre élus de petites communautés pour se donner des trucs, pour se donner « Hey, as-tu vu ce programme de subvention-là? Nous autres, ça nous a vraiment beaucoup aidé. Peut-être que ça marcherait pour vous. » Tu sais, on fait ce qu'on peut, on structure, mais c'est ça. Je trouve que c'est un apprentissage à faire sur lequel il n'y a pas tant d'outils disponibles. Et disons parce que ça, c'est comme une grande question, puis je pense que on est de l'ordre de la communauté de co-développement des élus, mais disons à très petite échelle où on est aujourd'hui, je passerai peut-être la parole à Mme Maillard pour dire, est-ce que vous avez comme 2-3 astuces de votre expérience à partager à Antoine puis à d'autres élus qui seraient dans la salle ou des gens qui voudraient se lancer en politique pour dire, voici, disons, les 3, 4, 5 initiatives que j'ai mis en place ou actions concrètes que j'ai faites qui ont eu un impact structurant dans ma pratique. Puis qu'aujourd'hui, je vois que c'est ça qui est une des qualités de mon, je gère avec les fonctionnaires ou je gère avec les autres élus ou que je m'éduque. Est-ce que vous voyez un peu, c'est une question super large, là, mais je vous laisse répondre comme vous voulez. Parfait. Ben écoute, dans un premier temps, un peu comme Antoine disait, on a on a une autre carrière, on a souvent d'autres choses qui compétitionnent pour notre attention. Moi, étant nouvelle élue, je me suis présentée comme mairesse sans aucune expérience en politique municipale. Je n'avais pas aucunement l'intention de me présenter non plus. J'ai été demandée par des citoyens. Au début, j'ai refusé. Après, j'ai accepté pour des raisons de réflexion long terme pour dire, OK, je veux aider. Petite municipalité également veut dire petit moyen puis petit proximité au niveau des citoyens aussi. Donc, moi, je te dirais que j'ai appris beaucoup dans mes premières années. J'en apprends encore. Ça fait 6 ans, puis je trouve que j'en apprends encore. J'ai fait des erreurs. Je pense qu'on va tous faire des erreurs dans la vie et c'est d'avoir une ouverture d'esprit, d'écouter. Je pense que mon premier point, ça serait d'être à l'écoute des citoyens. Il y a plein de différentes façons de pouvoir le faire. Car c'est une grande municipalité, c'est souvent des consultations publiques, mais tu sais, je pense au maire de Mont-Tremblant qui dit je m'en vais à l'épicerie le matin, puis je peux passer 2 heures à l'épicerie parce que je me fais questionner par des citoyens à l'épicerie. Donc, en étant citoyen de notre municipalité, on croise nos citoyens de façon quotidienne à différents moments et pas toujours les plus beaux moments de notre vie non plus. Mais c'est important de rester à l'écoute et de trouver des façons de rester proche aux citoyens parce que à la base, on est là pour représenter nos citoyens. Ils nous ont élus avec une plateforme de telle envergure pour dire je veux faire ça, mais ils n'ont pas dit on veut que tu prends cette décision-là ici, puis ce n'est pas non plus à eux de nous dire exactement les détails. Mais il faut avoir le pouls de la population et de bien comprendre qu'est-ce que leur vision. Quand j'ai expliqué tantôt que ma vision environnementale, l'impact visuel, ben, quand je suis arrivée, on avait un CCU, donc comité urbanisme, avec un PIA très, très fort sur l'architecture. Puis il y avait certaines personnes qui avaient la posture de dire si ce n'est pas dans notre guide architectural, donc si ce n'est pas déjà une maison que nous avons chez nous, on ne le veut pas. En arrivant, premier dossier, grand dossier d'envergure, maison, très, très beau. Tout le monde disait que c'était très belle, mais ça ne fitait pas. Qu'est-ce que ça veut dire, pas fitter? Puis qu'est-ce que ça veut dire de dire à un citoyen, ben, tu sais, Louis-Martin l'a dit tantôt, ce qui appartient aux citoyens à l'intérieur, à l'extérieur, on a un mot à dire, mais jusqu'à quel point? Donc, le deuxième point, c'est d'avoir une flexibilité, une ouverture d'esprit, de se questionner davantage. Donc, on se met devant quelque chose, puis on dit, bien, ça a toujours été comme ça. Bon, est-ce que c'est ce que la population veut, puis comment le moduler, puis comment changer les choses pour que ça reflète davantage? Pour notre part, ça a été beaucoup de sondages, de rencontres avec des citoyens. Tu sais, quand on planifie nos changements réglementaires, souvent, on va s'asseoir avec un groupe de personnes, de citoyens pour dire c'est quoi votre vision? Qu'est-ce qui est important pour vous? Puis le grand changement qu'on a apporté à notre PIA, c'est de dire bien, on était moins intéressé par l'architecture des détails, mais plus par l'impact visuel, que ce soit par les lumières, que ce soit par les arbres qui sont devant, mais qu'est-ce qu'on voit de la maison et comment l'impact environnemental va se voir par cette maison-là. Donc, fait que deuxième point, ça serait d'avoir une certaine flexibilité et comme je l'ai dit tantôt, on fait des erreurs. On ne comprend pas tout ce qui se passe. On a une machine administrative pour laquelle on se fait dire, on fait les recettes, puis on ne devrait pas rentrer dans la cuisine.
On a des citoyens qui nous interpellent. Je vois Antoine sourire. Je pense que tu as eu la même formation que moi. On se fait dire que par les citoyens, bien, ça ne marche pas. J'ai parlé avec l'inspecteur, personne ne m'écoute. On a des citoyens qui sont nos voisins, puis on essaie de faire plaisir à tout le monde tout en respectant notre rôle qui n'est pas toujours facile. Donc, c'est de comprendre qu'on a une vision municipale on a un rôle à jouer dans la municipalité. On doit être à l'écoute de nos citoyens, on doit être flexible, puis on doit bien saisir le pouls de nos citoyens et ce pouls-là va changer à travers les années. Et donc, de s'assurer qu'on prend des décisions qui sont dans l'intérêt public, comme Louis-Martin l'avait dit, on représente notre public, mais qui représente aussi la vision. Puis après ça, bien, de départager les tâches de qui fait quoi, puis comment avancer un dossier. On a tendance de vouloir, comme Antoine disait, comme Burning Man, si on veut que ça change, on le fait nous-mêmes. Mais comme Élie, on ne peut pas. On ne peut pas faire des choses. On doit se limiter à un certain niveau, puis cette zone-là est très grise. On veut que les choses avancent. On veut que nos projets avancent, mais des fois, ce n'est pas toujours le cas. J'ai vraiment adoré. On fournit les recettes, mais on n'est pas dans la cuisine. J'adore ça. Puis si je peux ajouter là-dessus, il faut être à l'écoute, puis on essaie de l'être au maximum. Puis avec le projet de l'Église, on commence à le faire justement pour saisir quels sont les besoins de la population avec cette salle multifonction-là. Mais il faut faire attention parce qu'il y a toujours le classique. Il y en a qui jappent fort, qui viennent nous voir. Puis il y a toujours, je pense, dans chaque communauté, il y a toujours 2-3 têtes fortes qui ils vont dire leurs mots, mais en bout de ligne, il faut garder en tête que même si cette personne-là met son point très en valeur, ça reste une portion de l'opinion publique. Puis je pense que c'est là que c'est important, justement dans les rues, dans le commerce, de parler avec le plus de monde possible. Je peux me permettre, à ce niveau-là, la différence, c'est que moi, sur le conseil, je suis à peu près l'outsider. Je suis le nouveau village, ça fait 5 ans qu'il est ici, ça fait 6 ans qu'il est ici. Tandis que tout le monde ici, la plupart est au village, est né ici, a grandi ici. Fait que tout le monde se connaît. Puis souvent, au conseil, ils vont faire « Oui, là, à côté de la ferme, Monsieur Touchette. » Je suis comme « Oui, la ferme, Monsieur Touchette. OK, cette maison-là, d'accord. » Mais tu sais, je veux pas, je connais un peu moins le monde, donc les gens sont moins portés à venir me voir dans la rue et tout ça. Fait que, voilà. Ben, merci pour cet échange-là. Daniel, puisque Marie-Michel avait une question complète pour partir un nouveau cycle de questions, je ne t'ai pas oublié. Daniel, tu veux réagir à la conversation? Ben, je voulais juste dire qu'à la question de M. Couture sur l'apprentissage, je pense qu'il n'est pas tout seul dans le monde municipal dans ce phénomène d'apprentissage-là. Et dans l'incapacité de l'apprentissage, on voit le nombre record de démissions qu'on a depuis 2 ans. Donc, il y a un mur qui se passe là, mais je reviendrai plus tard. Merci, Daniel. Puis en effet, je pense que c'est important de le souligner. Puis c'est un peu la genèse de cette conversation-là. On ne pourra pas adresser ce mur-là si on n'en parle pas dans les fins détails pour voir comment collectivement on peut se positionner différemment. J'aurais envie, Louis Martin, donc vous gravitez dans le monde municipal depuis presque une trentaine d'années. Vous avez été comme en parallèle de 10, 8 conseils municipaux différents. J'ai aussi eu la chance de collaborer avec vous récemment et vous avez réussi à mobiliser le conseil municipal ultra rapidement. Je pense que vous avez sûrement une perspective intéressante sur cette conversation-là. Est-ce que vous pourriez prendre le temps de raconter, de partager votre posture par rapport aux élus, vous comme directeur de développement économique, comme urbaniste, comme ancien responsable de l'urbanisme sur le territoire? Quelles sont les recommandations que vous donneriez à des élus dans cette dynamique-là? La question, elle est profonde et la réponse va être aussi longue, mais j'aurais tendance, Let's go. Pour avoir des bonnes relations à la base, puis quand je dis relations, là, c'est relations de couple, relations avec les citoyens, relations avec les élus, c'est la communication qui est la base. Sans communication, on n'arrive absolument à rien. Puis l'idée, c'est prendre toujours soin de l'autre. Avec le balancier que l'autre va prendre soin de nous. Là, je rentre dans quelque chose de super profond. Là. C'est parfait. L'idée, c'est si moi, mon travail, c'est de protéger les élus, en retour, les élus, ce qu'ils vont me donner, c'est de la confiance.
Puis, je l'ai déjà raconté, je me souviens plus à qui, mais la confiance, c'est comme une rivière. Quand tu en reçois, tu es capable d'en donner. Donc, quand tu essaies de monter des projets, puis que tu essaies d'amener les élus, les élus, je dirais en 23 ans, ont évolué. Puis quand je dis élus, rappelez-vous que tous les élus sont des citoyens. Donc, la population en général a évolué avec un sentiment d'un peu plus d'urgence sur les changements climatiques, le développement durable, etc., la protection de l'environnement. Fait que quand on est capable d'arriver à comprendre que dans une relation, c'est les communications qui priment, le deuxième principe, c'est savoir négocier. Négocier étant, je peux négocier perdant-perdant, perdant-gagnant, gagnant-perdant ou gagnant-gagnant. Donc, le gagnant-gagnant, c'est toujours d'être capable de répondre à la question, excusez le terme anglais, là, what's in it for me? Qu'est-ce que ça me rapporte? Mais de comprendre ces points de vue-là du conseil, de ce que le service d'une ville essaie d'accomplir et ce que le citoyen ou le promoteur, entrepreneur essaie d'amener sur la table. Puis d'arriver à faire une espèce de conciliation pour arriver à un projet où tout le monde est gagnant. Merci d'avoir pris le temps, Louis-Martin, puis on pourrait approfondir ça pas mal. Je propose, Marie-Michel, tu avais une question. Je te propose d'y aller. Partage-nous ta question. Bien, en fait, c'était une question qui a émergé face à l'intervention de Louis-Martin tantôt sur les communications. Fait que ça fait suite. Mais j'ai une autre réflexion entre-temps. Je voulais juste savoir, tu sais, tantôt, David t'a parlé d'intelligence collective, puis Antoine a parlé de ressources, de communication, puis tout ça. Est-ce que les élus, il y a des communications entre eux? Est-ce qu'ils ont un accès pour pouvoir se consulter entre municipalités? Y existe-tu comme un regroupement ou ça existe-tu? Fait que ça, c'était ma question qui a émergé, puis après ça, j'irai avec l'autre. Fait que. En tout cas, si ça existe, mettez-moi au courant. OK. Mais je pense que ça existe à un certain niveau, mais pas à l'ampleur que ça devrait. Si on est toutes parties d'un MRC, donc une municipalité régionale, comme dans les Laurentides, on est 20 municipalités, ça a été très important pour mon apprentissage et le partage de c'est quoi d'être mairesse dans une municipalité, puis de pouvoir échanger avec d'autres personnes dans une situation similaire. Il y a un réseau aussi de femmes élues. Mais au-delà de ça, il y a effectivement, c'est le networking que tu fais toi-même, soit dans les rencontres, soit à la FQM, soit à la UMQ, à des rencontres, des conférences, etc. Donc, on est vraiment souvent comme mairesse aussi ou maire, seul dans le comment est-ce que je devrais aborder ça dans l'intérêt de ma municipalité, parce qu'on s'entend, on est des citoyens, mais quand on agit comme titre de mairesse, ce n'est pas notre intérêt citoyen, c'est l'intérêt de tous les citoyens. Fait que moi, comme mairesse, je pourrais très bien aimer le projet qui est devant nous, mais je me dis, ben, est-ce que c'est dans l'intérêt commun de la municipalité? Donc, mais pour tourner à la question, il n'existe pas vraiment d'espace comme ce qu'Antoine cherche et ce que moi je cherchais en début de carrière et qui pourrait me bénéficier encore. Merci, Mme Meyer. Je vais passer la parole. Louis-Martin, tu avais la main levée. Est-ce que tu veux, je vais te passer la parole après Marie-Michel. D'abord, je vais laisser les gens réagir à ta question, puis après, je te passe la parole. Fait que Louis-Martin, puis après, Philippe. Oui, en fait, au niveau des réseaux, puis peu importe la taille de la ville, effectivement, pour les élus, il y a l'UMQ, la FQM, c'est toute la question du réseautage, mais je rajouterais aussi le mot curiosité. Toujours essayer de trouver l'information, puis tu sais, souvent, étant dans ce que j'appelle une région éloignée, on est à 1h30 de Montréal, c'est des petites équipes. Souvent, on est confronté à OK, ben il n'y a personne dans la région qui l'a fait, qui je peux appeler. J'appelle ça, c'est comme le Klondike. À chaque fois, il faut découvrir comment on arrive à bon port en fouillant dans les lois, en parlant avec d'autres collègues qui nous disent ben je ne sais pas, ça n'existe pas, on ne l'a jamais fait. Fait que c'est vraiment de se réinventer à chaque fois. Puis il n'existe pas vraiment de réseau, mais on peut facilement prendre un téléphone puis appeler dans une municipalité voisine puis aller chercher d'informations, soit de élu à élu, au conseil des maires ou à d'autres fonctionnaires. Juste question d'explorer. Merci, Louis-Martin. Philippe Cousineau-Morin, à vous. Oui, bonjour tout le monde. Moi, je suis à la région de Rimouski. Depuis 2 ans, je suis élu municipal à cette ville-là. Ça me fait beaucoup réagir la conversation, les questionnements d'Antoine. Là, ça m'amène plein de choses. Fait que je vais essayer de faire une première intervention pas trop longue pour m'arrêter là, si je dérape, mais les derniers mots aussi de Louis Martin sur
la capacité de se parler juste pour essayer de dire, écoutez, ça se peut-tu, là, chez vous, telle idée qu'on essaye chez nous. Peut-être juste me présenter, là, dans le fond, vite, vite, c'est ça. Moi, à la base, je suis peut-être un entrepreneur social. J'ai parti beaucoup de BNL, puis j'ai été dans le milieu environnemental, notamment. J'ai essayé de devenir élu quand je suis revenu à Rimouski. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas, donc, je suis élu dans une grande ville, mais on est complètement entouré de petites municipalités. Donc, moi, mettons, je suis un conseiller sur 11 et puis je représente 5000 personnes, mais je sais que je représente plus que beaucoup de gens qui sont des maires dans leur municipalité. Puis, la question, le point de base, là, quand Antoine nous présentait son parcours, les municipalités au Québec, l'ensemble des municipalités ont au minimum 7 élus, un maire et 6 conseillers, peu importe la taille. Alors que des fois, ils n'ont pas ça d'employés, tu sais. Puis avec des parcours probablement comme le tien, on se connaît pas, Antoine, mais probablement qu'il y a des gens qui ont des compétences professionnelles, qui arrivent dans une région, qui débattent. Fait qu'on a facilement beaucoup, beaucoup, beaucoup de profondeur, de qualité, de volonté de développement dans des conseils municipaux, alors que c'est peut-être pas toujours le poste qui, au quotidien, vu que c'est pas une job 5 jours semaine, tu sais, où tu peux mettre tes efforts dans ton milieu. Fait qu'en tout cas, c'est un arrimage difficile. Puis là, ça devient une grosse question politique là, de qu'est-ce qui doit continuer à fonctionner comme ça. Madame la mairesse nous a parlé là, du niveau des MRC. C'est un niveau auquel je crois beaucoup, mais tu sais, ça dépend, ça évolue pas pareil partout, ça prend beaucoup de confiance. Fait que peut-être je vais finir cette première intervention-là sur les réseaux, puis sur la question du lien de confiance. Moi, je sais que dans ma municipalité, on est une grosse fonction publique, fait que souvent, c'est quand même difficile d'arriver à des choses. Fait que j'ai spontanément la réponse aux gens de dire, écoutez, votre projet là, partez là complètement en marge de la municipalité. Attendez pas après la municipalité. C'est un peu malheureux de dire ça. Et ce que je sens dans les petites municipalités, c'est que ça va plus vite. Probablement, dans les deux cas, c'est la même clé. C'est un peu ce que Louis-Martin disait, c'est qu'il faut être capable de se parler, d'avoir le lien de confiance, de bien se comprendre, parce qu'il y aura toujours pas des embûches, mais des normes de projets dans la municipalité qui, la plupart du temps, se justifient très bien, mais il faut savoir naviguer là-dedans. C'est ça la difficulté. C'est là que les professionnels nous accompagnent. Les petites municipalités, pas toujours les réseaux professionnels, mais à la base, ayons la confiance entre les porteurs de projets du privé, du monde social, du monde communautaire et les élus pour dire, écoutez, ça a-tu du bon sens de façon générale? Oui, après ça, comment on le navigue dans des contraintes municipales? Juste vous dire que je finis là-dessus, j'ai eu le même besoin qu'Antoine, même si je connaissais déjà un petit peu le milieu avant d'être élu. Puis moi, je l'ai fondé dans mon domaine, le réseau d'entraide, en fait, là. On est parti un groupe, on est encore là-dedans, qui s'appelle le Caucus écologiste municipal du Québec. Donc, on fédère, on rassemble des élus pour se donner des trucs d'élu à élu, spécifiquement sur les thématiques de la transition écologiste dans nos milieux. Et ça, c'est un groupe qui est en démarrage depuis 1 an. Puis c'est exactement ça l'idée, c'est de dire, écoutez, là, oui, on a des associations comme la FQM, on a chacun des MRC, mais en quelque part, ils nous forment pas, même si on est tous là, plein de bonne volonté, on est prêts, puis écoute, j'ai du temps cet automne, fait que je vais en mettre de l'énergie, même si c'est juste le lundi soir, ma job, ben, on n'a pas toujours accès aux ressources, fait que je pense qu'il faut les créer un petit peu. Moi, je l'ai fait dans un domaine, justement, pour se parler. Puis j'aime bien la prescription de Louis Martin de dire, dans le fond, là, on vit toute la même réalité. Appelons-nous. Appelons-nous d'une ville à l'autre. Moi, j'ai créé des liens, j'interpelle des gens que je connais pas. C'est comme ça que j'ai connu aussi David, là, en disant, appelez à côté, puis les gens vont vous dire comment ça fonctionne. Fait que voilà, c'est un grand portrait général, mais pour dire qu'il y a beaucoup de choses que je partage, puis des trucs que je pourrais aussi continuer à échanger avec. Puis je suis content que tu aies nommé ce réseau-là. J'espérais en fait que tu en parles parce que c'est un très bel exemple de communauté basée sur des valeurs communes qui font en sorte que finalement, ben, ton partenaire il est à Laval ou il est dans le Nord, il est dans les Laurentides. Mais après, vous êtes capable, c'est un peu l'espace aussi, la même méthodologie des forces fraîches, c'est-à-dire l'hypothèse, par exemple, que partout au Québec, il y a des porteurs de projets d'église, par exemple. Je pense à Lens-au-Griffon, je pense à Sainte-Clotilde de Horton, je pense à Saint-Adrien, je pense à Saint-Urbain-Premier. Puis à la fin, c'est qu'ils ont les mêmes défis, mais généralement, les conversations se font uniquement géographiquement, quand dans le fond, à titre de porteur de projet, à titre d'élu ou à titre de fonctionnaire, par exemple, ça vaudrait vraiment la peine d'être capable de lier avec un autre écosystème d'une démographie semblable, avec des défis semblables. À la fin, on pourrait travailler en équipe parce qu'on travaille sur les mêmes projets finalement. Fait que, sans plus tarder, Louis Martin puis Daniel. Louis Martin, à toi. À vous. Oui, rapidement, ce que je voulais dire, c'est quand on cherche de l'information, qu'on soit élu ou fonctionnaire, puis là, je vais mettre en lumière l'action de nos élus.
Ce que j'ai vu en 23 ans, habituellement, quand on fait une planification stratégique, c'est direction générale, les élus, puis là, ça descend dans les équipes ou pas. Ce que j'ai vu évoluer, c'est ça descend dans les équipes, on informe les directeurs. Après ça, la troisième évolution, c'est on fait la planification stratégique avec les directeurs. Quatrième évolution, c'est on fait la planification stratégique avec les directeurs et les cadres intermédiaires, avec les élus dans le processus de création de la planification stratégique. Puis ce que ça vient faire, c'est ben les élus ne sont plus tout seuls. Puis ils peuvent aussi comprendre les réalités ou les enjeux qui sont très réglementés dans une municipalité. Puis ça arrive à faire un point de vue qui, mélangé avec les consultations avec les citoyens, on arrive à avoir un document de planification qui est excessivement ancré sur la vision de tous. Deuxième intervention, habituellement, un des documents les plus méconnus dans une ville, c'est le fameux plan d'urbanisme. Le plan d'urbanisme, là, en affaires, c'est l'équivalent du plan d'affaires. Ça dit aux citoyens et aux entrepreneurs et aux élus, la ville, elle s'en va où dans 5 ou dans 10 ans? Comment est-ce qu'on va la développer? Puis je dirais que le premier document qui est à lire, s'il n'a pas été lu, il y en a deux, c'est la planification stratégique et le plan d'urbanisme. Et après ça, on peut commencer à, OK, on se roule les manches, on travaille pour soit le changer ou l'améliorer. Voilà. Merci Louis-Martin, c'est ultra, ultra pertinent. Dernière intervention de Daniel sur cette question, puis après, on va passer à une prochaine question. Ben non, je veux juste intervenir sur le partage des solitudes là, qu'on a. Moi, je ne suis pas un élu, je ne suis pas prétendant à quelque titre que ce soit, mais pour vous consoler, ça fait 2 étés qu'à L'Anse-au-Griffon, à la Pointe-Forillon de la Gaspésie, dans le cadre de visites de certains élus ou de certains fonctionnaires municipaux, on a des visiteurs qui viennent voir parce qu'ils ont pris connaissance de notre projet et ils viennent s'informer de la mécanique, de la tuyauterie qu'on a mis en place. Et ce sont soit des élus ou des directions de municipalités. Ce phénomène-là a pris naissance après les événements du Déréchaud qui a touché une grande bande des Laurentides. Donc, et même les élus entre eux ont souvent les mêmes portes de contraintes et en sortant de ce cercle-là, ben, ils sont venus nous voir et là, ils voient un autre horizon d'angle de solutions. Et depuis ce temps-là qu'on est en contact avec ces équipes-là, d'une façon, je le dis, informelle, parce qu'ils veulent garder leur indépendance dans leur action, mais on échange, on garde les progressions, les contraintes que nous avons eues, que nous avons solutionnées. Et ben pour terminer, ça fait 2-3 places qu'on nous demande de déménager pour aller régler les problèmes des projets des églises qu'il y a dans ce contexte-là. Et dernier élément, le virage récent où dans 80% des cas de fermeture d'églises, les coûts de démolition sont rendus supérieurs aux coûts d'entretien. Ben, il y a plusieurs municipalités là, qui sont obligées de revirer leur fusil d'épaule parce que le prétexte de ne pas s'impliquer parce que ça coûtait trop cher vient changer le pendule complètement. Il y a un gros questionnement de fond qui vient d'apparaître là-dessus. Merci beaucoup, Daniel. Puis peut-être pour terminer sur cette conversation-là, évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas, on parle de FMQ puis de UMQ depuis tantôt, là, c'est la Fédération des municipalités du Québec puis l'Union des municipalités du Québec qui ont des ressources normalement éducatives pour préparer les élus puis créer un certain réseautage. Nous, ce qu'on a vu dans les Forces fraîches depuis le départ, puis là, on parle des élus, mais la première requête était venue plus des développements économiques, on va dire des nouveaux agents de développement économique arrivant dans le milieu éloigné, qui n'avaient pas de réseau de contact pour réfléchir. On leur demandait, le top-down, de faire une planification territoriale. Ils n'avaient jamais fait ça, puis personne ne leur disait quoi faire. Puis ils cherchaient des repères pour pouvoir le faire. Puis dans le fond, avec les Forces fraîches, puis aujourd'hui, c'est un peu le cas, on offre des occasions de juste se rassembler. Fait que si, par exemple, c'est un peu, Antoine, ce caucus aujourd'hui est né de cette requête-là. Puis, je vous invite, si jamais vous avez comme, voici, on est comme une thématique qu'on aimerait rassembler des porteurs de projets. Je vais donner l'exemple d'église. Le 13 décembre prochain, on fait un caucus sur des porteurs de projets d'église. C'est ouvert à tous parce que ce qu'on croit, c'est qu'aujourd'hui, le porteur d'église de demain, il ne sait pas encore qu'il va porter une église. Pour l'instant, il est juste citoyen, puis à un moment donné, il va se faire mettre une église sur sa table, puis il va faire OK, c'est bon, il faut que je m'en occupe, ce qui est le cas un peu de tout le monde. Fait que je fais juste dire, je pense que
pour nous, tout est dans tout, dans le sens où les élus, c'est des citoyens, les fonctionnaires, c'est des citoyens, les porteurs de projets d'église, les entrepreneurs touristiques, c'est des citoyens à la base. Puis je pense qu'il faut se reconnecter avec cette énergie-là, qu'on veut tous faire une différence. Puis après, on porte des postures différentes, mais on a besoin d'espace pour se rencontrer. Si jamais vous voulez organiser un caucus thématique, n'hésitez pas à m'écrire. Ça va nous faire plaisir de mettre ça en place gratuitement parce que c'est l'essence, c'est ça qui nous met en lien. Donc, Marie-Michel a des bonnes questions aujourd'hui. Ça, tout en passant, j'ai comme des tabarouettes de bonnes questions ici. Ce qui va arriver au pire à la fin, c'est que je vais les rentrer je vais faire un article, puis je vais prendre les questions, puis je vais prendre les réponses je vais relancer nos invités, puis on va répondre collectivement par écrit sous forme de blog post. Comme ça, vous allez avoir toutes les réponses à vos questions. Fait que Marie-Michel, je te laisse poser ta question. Parfait. Mais David, si tu préfères aller avec tes autres questions. Non, vas-y, c'est à toi. On y va. Excellent. La première question qui avait émergé, c'était par rapport à l'intervention de Louis Martin au tout début, puis l'accessibilité au plan stratégique. Je parle en tant que porteur de projet par rapport aux fonctionnaires pour optimiser nos communications, mais aussi pour honorer le respect du temps de chacun. Fait que oui, il y a une grande accessibilité, mais dans le but de prendre soin de l'autre, comment que nous, on peut avoir accès à la planification stratégique, au plan d'urbanisme dans un premier temps, de faire connaissance avec ça, puis de co-créer le projet au lieu d'arriver plus tard, puis d'arriver avec un projet qui ne cadre pas nécessairement avec soit les besoins de la municipalité ou les limites qui sont là, mais de faire un travail en aval pour être juste meilleurs ensemble, puis d'honorer les ressources de chacun aussi. Fait que Oui, Martin, je pense que la question, on peut commencer avec vous. Oui, ben c'est simple. On est tous des citoyens. On vit dans une démocratie. Notre notre rôle, c'est de s'informer et pas juste de se faire donner de l'information. Donc, puis là, je prends l'exemple, on est en pleine planification stratégique à la ville. Il y a un processus qui a été mis en place, puis ils se ressemblent tous. Il y a des consultations. Il y a des séances d'information, il y a des consultations, il y a toujours l'opportunité d'écrire un mémoire et de le déposer. Puis l'idée, c'est de rassembler les intentions de tous et chacun. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le conseil qui décide. Il ramasse l'information selon les préoccupations des élus. Son rôle, je vais appeler ça, c'est le citoyen ultime. Un élu, le super citoyen ultime, c'est le maire ou la mairesse. Puis c'est eux qu'on a chargés collectivement pour orienter la ville. On a voté pour eux autres, ils nous représentent. Donc, leur travail, c'est de nous consulter. Puis ensuite, le travail à faire, c'est de faire le ménage dans toutes les idées puis d'arriver avec une vision commune. Comment être impliqué? Bien, il faut s'informer. Faut être accessible aussi. Il faut se déplacer. Il faut aller participer à ces réunions-là. Faut écrire. Puis la même chose pour le plan d'urbanisme. Un plan d'urbanisme, oui, c'est un document légal. Il y a un processus qui est prévu dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Certaines villes vont opter pour faire des plans préliminaires du plan d'urbanisme en amont du projet du plan d'urbanisme, puis il y a des consultations publiques qui sont prévues tout au long et la possibilité de déposer des mémoires. Donc, les opportunités sont là. C'est pas ça qui manque, c'est juste qu'il faut être assez curieux et impliqué pour aller les trouver, ces opportunités-là. Merci. Merci beaucoup, Louis-Martin. Antoine, puis après Catherine Drouin. Juste deux petites choses là-dessus. Je sais que dans notre cas, en plus du conseil municipal formel sur lequel on approuve les choses un peu plus bureaucratiques, nous, dans lequel il y a des périodes de questions officielles, chez nos villages, un coup que le conseil est fermé, c'est très fréquent que les citoyens vont rester une vingtaine de minutes après pour des discussions informelles, puis probablement que dans d'autres municipalités, c'est comme ça aussi. Peut-être plus c'est gros, moins c'est possible, mais nous, dans notre cas, c'est une bonne façon de venir nous voir, puis c'est toujours ça, c'est que les citoyens, ils sont malheureusement très peu présents, je pense, dans les conseils municipaux. C'est une bonne occasion de rencontrer les élus puis d'aller discuter. Puis juste revenir sur comment s'informer sur le plan d'urbanisme. Nous, depuis une bonne année, même un peu plus, on est en refonte du plan d'urbanisme et le village qui n'avait pas été fait depuis 20 ans. Gardez en tête que c'est peut-être le cas aussi dans votre municipalité. Puis il y a beaucoup de choses qui changent en 20 ans. Donc, peut-être vous informer de quand est-ce la dernière fois qu'il a été amendé ou complètement changé le plan d'urbanisme de votre village, parce que c'est peut-être en processus de changement, puis peut-être qu'il y a beaucoup de nouveaux qui s'en vient pour la nouvelle réalité municipale dans laquelle on vit. Merci beaucoup, Antoine. Catherine Drouin.
Oui, je me permets une petite intervention. Bonjour tout le monde. Je Bonjour. suis une élue de la ville de Mont-Tremblant et je ne suis pas en espionne là, pour écouter Louis Martin, loin de. Mais j'en apprends moi aussi. Je suis une jeune élue, Antoine, là, aussi, ça fait 2 ans là, maintenant. Et puis, oui, il faut être curieux et j'aimerais faire du pouce un petit peu sur ce que Louis Martin a offert comme réponse à Marie-Michel. Je dirais aussi que tu sais, dans le respect du temps que tu as comme souci, Marie-Michel, je pense que de s'informer, oui, au préalable, là, d'aller chercher de l'information en amont au niveau de la planification stratégique, ça peut être des très bonnes façons d'apporter un projet qui, a priori, peut tu sais, pour un élu, je prends par exemple, tantôt on disait, hein, David, tu faisais mention du fait que le conseil municipal de la ville de Mont-Tremblant a été très réactif et très prompt à embarquer dans le projet, ou devrais-je dire les nombreux projets de Louis Martin. Mais je pense que la façon qu'il a de l'apporter, c'est qu'il va ficeler à l'avance un projet qui, tu sais, moi, je ne suis pas une personne très technologique. Puis, bon, quand on a parlé de mon X, par exemple, peut-être qu'au début, je ne voyais pas vraiment la pertinence, mais de l'appuyer sur une de nos priorités, sur un de nos objectifs, justement, pour venir solidifier certains aspects qui avaient besoin là, de l'être, là, disons, dans la diversification économique dans notre cas. Mais le fait de l'apporter avec cet angle-là a apporté beaucoup d'ouverture aussi. Alors, même si, a priori, on n'est pas dans une zone où d'emblée, on embarquerait, le fait d'apporter, tu sais, je m'adresse à vous, là, les jeunes entrepreneurs innovants, parfois, ça peut bousculer, tu sais, des gens qui sont en place et qui ne comprennent pas le sens, mais faites le petit travail en amont d'aller voir, d'aller extraire les objectifs, les priorités qui sont publics sur les sites Internet. Mais dans notre cas, c'est public et c'est très accessible. Là, on est en refonte, alors parfois, on tombe comme ça entre deux chaises, mais dites-vous que oui, si les conseils changent, c'est rare qu'on vire la cabane à l'envers là, au grand complet, puis on peut quand même s'asseoir sur quelque chose qui a été établi là, avant nous. Alors voilà, Merci beaucoup, Catherine. D'ailleurs, content de vous revoir. Euh, également. oui, ben, tu sais, moi, le nombre de fois que j'ai entendu parler de gens qui ont acheté des terrains puis que le zonage ne permettait pas le projet visé, c'est vraiment étonnant. Soit les gens ont beaucoup trop d'argent, ou ils ne savent pas lire, ou ils n'étaient pas au courant, mais je fais juste nommer que c'est extrêmement important, cette dimension-là, puis pourtant, l'information, elle est disponible. Puis, tu sais, ce qui est ironique, c'est que, tu sais, il y a un territoire comme, par exemple, Lac-Tremblant-Nord ne veut pas un projet touristique ou un développement immobilier. C'est correct. Il y en a plein d'autres qui ne demandent que ça, qui ont des subventions à vous offrir, tu sais, qui vont tout faire pour que votre projet marche. Mais c'est cette communication-là, cette recherche préliminaire, souvent qu'on ne fait pas parce qu'on se dit, je connais ce territoire-là, j'y vais, mais je ne fais pas mes devoirs. Fait que je pense que l'information est disponible. C'est extrêmement important, nous, comme porteurs de projet, de faire nos devoirs. Comme ça, quand on rentre en relation avec les. Puis il y a aussi cette dimension-là de le fonctionnaire ou l'élu qui entend parler d'un projet bien ficelé en partant, c'est une bonne première impression. S'ils arrivent et on n'a pas fait nos devoirs, puis après, ils doivent nous accompagner au fur et à mesure, c'est sûr que c'est bien, mais c'est mieux si on a déjà fait nos devoirs et on était solidement préparés. Écoutez, il est 12h55. Je m'attends à ce qu'on finisse à 59, que tout le monde puisse vaguer à leur occupation. Fait que ce que je vous propose, c'est un dernier tour de table à nos invités, disons, la dernière perle de sagesse. Ça a été super nourrissant comme conversation, ça a passé ultra vite. Je pense que ça vaut vraiment la peine qu'on poursuive ça sous différentes formes. J'attends je vous enverrai un sondage à la fin. Peut-être que vous pouvez partager vos idées de comment on pourrait poursuivre cette conversation-là. Ça peut être sur un groupe Facebook, ça peut être une suite d'événements, ça peut être des rencontres. Bref, les idées sont dans les airs. Daniel, dernière intervention, puis après tour de table de nos invités. Ben, vivement un volet 2 à cette première expérience-là, parce qu'il y a tout le questionnement sur les capacités. Selon les tailles des municipalités, j'ai-tu les moyens d'avoir des fonctionnaires à mes services? L'autre question, c'est moi, mon apprentissage se fait aussi beaucoup avec mes lectures d'anciens politiciens municipaux qui ont la langue le plus libre et qui nous expliquent tous les dilemmes de contradiction des rôles des élus. Puis troisièmement, dans la loi des cités et villes, il y a une contrainte majeure à ne pas oublier, c'est que tout ce qui n'est pas dans la loi est interdit de faire pour les villes. Fait que ça rajoute aux contraintes et aux démarches pour relever les défis. Merci beaucoup, Daniel. Donc, Madame Meyer, peut-être un petit brin de sagesse avant de quitter.
Ben, je retourne à mon principal commentaire qui est la communication. J'entends comment est-ce qu'on a l'accès à de l'information, mais la plus grande question, c'est comment est-ce qu'on comprend ce qu'on lit. Parce que même moi, en étant élu, des fois, je lis des choses puis je ne comprends pas le contexte ou l'ampleur de ce que ça veut dire. Fait que quand on vous dit, on va lire notre plan d'urbanisme et notre planification stratégique, mais au-delà de ça, comprendre le zonage, puis dans quel zonage je me trouve, il faut oser poser la question. Il faut oser poser des questions au bon moment. Donc, non, on ne vient pas avec un projet complètement prêt et dire voici ce que je pense qui pourrait fonctionner. Puis c'est là où est-ce qu'on se fait surprendre et on a de la difficulté à dire bien, c'est complètement. Si quelqu'un venait avec un projet de développement majeur chez nous, tout ficelé, je me sentirais bien mal, mais ça ne marche pas juste pas. Il y a des choses qu'on peut faire et il y a des choses qu'on peut ajuster quand on comprend la réalité, mais d'autres choses qui ne fonctionnent pas. Donc, je pense que c'est de poser des bonnes questions au bon moment et de oser le faire parce que oui, il y a le respect du temps des fonctionnaires et des élus, mais moi, comme élu d'une petite municipalité, j'aime bien mieux que les citoyens viennent parler, poser quelques questions, peut-être éviter 20 échanges de courriels, peut-être demander une rencontre d'une heure, puis ça pourrait ficeler les choses, mais oser poser des questions à différents moments pour démontrer un intérêt dans la réalité de la municipalité et d'avoir des réponses qui vont vous aider à avancer les dossiers. Parce que c'est complexe d'être dans une municipalité, c'est complexe les lois, les règlements, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on peut comprendre, puis où on peut aller comme élu versus fonctionnaire. Fait que oser demander des questions. Merci énormément de votre présence et de votre générosité, Mme Meyer, aujourd'hui. C'était vraiment très apprécié. C'était une très belle discussion. Donc, M. Levac, à vous le mot de la fin. Un petit mot de sagesse, je dirais d'avoir une ouverture d'esprit qui fonctionne comme un parachute. Genre, ça fonctionne mieux quand c'est ouvert. Puis de ne pas avoir peur de venir rencontrer les fonctionnaires, puis de leur poser des questions comme Mme Meyer le mentionne, parce que le fonctionnaire, son travail aussi, c'est accompagner. Puis, tu sais, il faut comprendre que, bon, notre posture, c'est aussi intérêt public. Fait il y a des choses qu'on peut dire, des choses qu'on ne peut pas dire, mais on peut se permettre de guider puis d'informer en amont, surtout, tu sais, pour attendez pas, puis je donne l'exemple cru, là, de faire une offre d'achat, puis d'avoir le 30 jours, le fameux 30 jours de la vérification diligente pour aller cogner à la porte pour dire, hey, dans 2 jours, ma vérification diligente termine, là, je peux-tu savoir c'est quoi mon zonage? Non, non. Viens voir en amont, 3-4 mois, pendant que tu es en train de construire ton projet en disant, je cherche un terrain, qu'est-ce que tu me suggères? Dans quelle zone? Ou c'est quoi mon usage? Ou aide-moi. Puis, bon, on va dire que ce n'est pas dans toutes les municipalités qui ont je veux dire, cette capacité-là à aider. OK? Parce que souvent, l'inspecteur reçoit le projet et il dit ben, quand tu me déposeras un permis, je l'étudierai. De la misère avec ça. Mais c'est ça la réponse qu'un service d'urbanisme va donner. Bref, venez nous rencontrer avant. Merci, Louis-Martin. Je sais qu'à 13h, il y a plusieurs personnes d'entre vous qui ont comme une autre rencontre. Je vais juste m'assurer de terminer avec Antoine, mais n'hésitez pas à quitter, Mme Meyer. Vous pouvez définitivement à votre rencontre. Merci énormément de votre générosité et de votre présence. Ça fut vraiment un plaisir. Merci. Donc, M. Quirillon-Couture, mot de la fin avant que je fasse les petits messages sur les forces fraîches. À vous. Ben, ça sera bref. Hein. Je pense que ce que je retiens d'aujourd'hui, c'est communication, mais dans toutes les directions. Communication entre les élus et la municipalité, communication avec les fonctionnaires, le personnel des municipalités, communication entre élus, entre résidents. Je pense qu'on a tous avantage à se parler puis à voir ce qui est bien. C'est tout. Merci beaucoup, M. Quirillon-Couture. Puis, tu sais, je pense que Louis-Martin, vous avez comme adressé le fait de faire attention à la relation. Puis ça, je trouve que c'est super important parce que, tu sais, nous, comme porteurs de projet, ou j'imagine le jeune élu qui arrive, qui a faim, disons, de changement, puis qui arrive avec des élus d'expérience, par exemple, autant d'occasions de confrontation. Pour bien faire, on va dire, mais à la fin, on ne peut pas vraiment se tromper en valorisant la relation, puis en étant à l'écoute, puis en essayer d'aller poser des questions, à savoir quelles sont les intentions puis les motivations de chacun d'entre nous, pour qu'à la fin, on trouve une relation, on va dire, gagnant-gagnant, où finalement, il y a des bonnes chances qu'il est possible qu'à une certaine échelle, le jeune élu, l'élu d'expérience, le fonctionnaire, le jeune fonctionnaire, le porteur de projet, soit capable de trouver un terrain d'entente, puis collectivement, amener le projet à avoir un impact structurant sur
le territoire donné. Fait que, il y avait beaucoup, beaucoup de sagesse aujourd'hui. Je vous remercie énormément de votre participation. C'est sûr que ce n'est pas la dernière fois qu'on fait ça. Ceux qui ne connaissent pas le groupe Facebook des Forces fraîches, je vous invite à le rejoindre. Il est dans le chat. C'est un groupe d'intelligence collective. Vous avez des problèmes, je vous invite à les partager. Plein de monde ont les mêmes problèmes que vous. C'est un peu ça l'idée. Vous cherchez de l'argent, il y a plein de ressources de financement et d'accompagnement qui n'attendent que de vous accompagner. On a presque 2100 personnes dans le groupe. Puis c'est toujours étonnant là, les questions, les réponses qui sont données aux questions. Fait que plus vous êtes humble, plus vous allez avoir des bonnes réponses. Fait que je vous invite à l'utiliser. Il y a aussi la programmation qui est disponible. Il y a un lien là, dans la page Facebook des Forces fraîches, onglet événements. On a déjà 3 événements qui s'en viennent, un caucus pour porteurs de projets d'église. On a le développement des communautés, donc la méthodologie de l'Observatoire estrien du développement des communautés. Puis on a également, il y en a un qui m'échappe, c'est pas grave, tout ça est en ligne. Fait que si vous avez des questions ou si vous avez un caucus que vous rêvez, une conversation importante que vous aimeriez mettre en place, puis vous avez besoin d'un coup de main pour le faire, on est là pour ça. N'hésitez pas à m'écrire. Merci d'être venu. Puis c'est important ce que vous faites, tout le monde, lâchez pas. Merci.